Joshua Zarka, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Excellence. 0-0, c'est un très bon résultat pour Israël sur le terrain. On m'a posé la question hier, qu'est-ce que je pensais que serait le résultat. J'ai dit que les miracles, ça venait de chez nous. 0-0, c'est bien. Avec un gardien extraordinaire. Avec un gardien extraordinaire. Voilà. Ça joue aussi un rôle très très important. Vous aviez hier matin affiché votre totale confiance dans l'organisation de ce match. Pour ce qui est de la sécurité, totale confiance dans la France. Les faits vous ont donné raison. Oui, tout à fait. Vous savez, la France a prouvé sa capacité pendant les Jeux Olympiques de sécuriser des événements beaucoup plus compliqués que le jeu d'hier. Et le fait qu'un dispositif énorme a été déployé pour sécuriser les supporters, les athlètes, nous sécuriser nous, c'était extraordinaire et je n'avais aucun doute que ça allait être fait, ça a été fait d'une façon parfaite. Alors quelques bémols néanmoins, on est obligé de mettre un policier pour 5 spectateurs pour un match de cet enjeu. Dans quelle époque vivons-nous ? Nous vivons dans une époque de guerre malheureusement et où il y a énormément de sentiments et d'émotions autour de cela. Mais je suis sûr que, en tout cas, je suis sûr que les choses se calmeront parce que bientôt nous arriverons à la fin de cette triste période et les choses iront de mieux en mieux. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs hier au Stade de France. La gauche radicale dit le public français a boycotté ce match pour envoyer un message à Israël. Arrêtez votre guerre. C'est votre sentiment ? Vous savez, 16 000 spectateurs en Israël, c'est énorme. Hein, et en plus, c'est un match qui, au niveau sportif, n'était pas très important. Il n'y avait pas d'enjeu, les jeux étaient faits. Aucun enjeu. Alors, c'était vraiment un match amical, magnifique. Il y avait suffisamment de supporters pour montrer un sentiment d'amitié. Ils avaient tous les 2 drapeaux. Les chants étaient des chants positifs. C'était pas des chants négatifs qui essayaient de décrire Israël d'une façon négative, etc. C'était vraiment un très beau show d'amitié. Alors, il y a eu quelques sifflets lors des hymnes contre l'hymne israélien. C'est quand même un match de foot. Hein. Donc, ça reste des supporters parfois un peu échauffés et chauvins. Ouais. On a vu d'ailleurs quelques ultra-israéliens dans un virage semer le trouble. Ça a duré 2 minutes, sans conséquence. Mais ça montre aussi qu'il y avait de la tension. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'était eux qui ont semé le trouble. Mais effectivement, il y a eu des troubles pendant quelques instants qui ont été réglés immédiatement. Dans les épreuves sportives, on l'a vu aux Jeux Olympiques, on l'a vu pour d'autres épreuves, de plus en plus de camps politiques demandent l'exclusion d'Israël. Comment répondre à cette demande ? Quand on dit, on a exclu la Russie des compétitions, pourquoi on n'exclut pas Israël ? Cette comparaison entre nous et la Russie est totalement inacceptable. Israël a été attaqué le 7 octobre de la façon la plus barbare et horrible possible. Nous nous défendons depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à présent. Nous avons été attaqués par le Hamas dans le sud, nous avons été attaqués par le Hezbollah dans le nord, nous avons été attaqués par l'Iran, par les Houthis, par les Irakiens, par tous nos voisins pratiquement, par ceux qui sont en paix avec nous. Alors, la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est 2 choses totalement différentes. S'il faut retirer un pays d'organisation sportive ou n'importe quoi, ce serait l'Iran qu'il faudrait retirer. Pas du tout Israël. Ça serait la bonne analogie. Les événements d'Amsterdam n'auraient pas pu avoir lieu en France. C'est vous qui l'avez déclaré aussi hier. Êtes-vous si sûr de cela quand on voit l'évolution de l'antisémitisme en France ? Oui, je suis sûr parce que la France a l'habitude et a la capacité de combattre l'antisémitisme d'une façon que d'autres pays ne l'ont pas. C'est un pays dans lequel il y a un apparatus de sécurité qui est très puissant, très fort, très bien organisé. Et effectivement, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que d'abord, il y a une très grande communauté ici, et donc les autorités françaises, depuis longtemps, ont l'habitude de sécuriser cette communauté et font tout en sorte pour que ce genre d'événement ne se passe pas. Alors la France essaye de protéger la communauté juive, mais elle n'arrive pas à empêcher la résurgence, le retour de l'antisémitisme. Nous avons eu pourtant l'affaire Dreyfus, nous avons eu évidemment la Seconde Guerre mondiale, et néanmoins nous n'avons pas réussi à déraciner l'antisémitisme. Oui. Hier, j'ai vu une caricature je ne me rappelle pas de qui, je crois que c'est sur Charlie Hebdo, où on voyait un vieux avec un petit enfant et l'enfant dit « ça fait combien de temps que vous vous cachez ?» « Ça fait 5400 ans que nous courons », chose comme ça. Ça veut dire que l'antisémitisme n'est pas né hier. Malheureusement, l'antisémitisme est quelque chose qui vient avec nous, qui vit avec nous depuis des millénaires. Combattre l'antisémitisme est une question d'éducation, c'est pas une question de sécurité. Empêcher l'antisémitisme d'avoir des effets néfastes, c'est la sécurité. Combattre l'antisémitisme, c'est vraiment une question d'éducation qui va beaucoup plus loin qu'un événement ou un autre. Et ça, c'est pour cela il faudra peut-être quelques générations
de bonne éducation à travers le monde, pas seulement en France, à travers le monde, pour empêcher cela de se... Et côté éducation, est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on a commencé à mettre en place les politiques nécessaires? Je pense que oui, en tout cas ici, clairement. Est-ce que c'est suffisant à travers le monde? Non, c'est pas suffisant parce qu'on voit des choses se faire, par exemple à Amsterdam, on voit dans d'autres pays, que ce soit en Angleterre ou d'autres pays, où on voit un antisémitisme qui monte et qui devient de plus en plus puissant et de plus en plus violent. Mais ici, je sais qu'il y a des programmes qui sont mis en œuvre qui ont pour but justement de combattre cet antisémitisme. Est-ce que ça a des résultats immédiats et complets? Pas encore. Mais les efforts sont faits. Que diriez-vous à un enseignant français qui vous dirait « Moi, je ne peux pas parler de la Shoah dans ma classe parce que tout de suite, les élèves protestent ». Comment faire? C'est facile pour moi de dire ce que je vais dire, mais je dirais mais il faut le faire. Malgré les protestations des élèves, malgré ce qui pourrait être dit, etc. C'est très important d'éduquer et de montrer aux prochaines générations les horreurs qui ont eu lieu pour éviter justement qu'elles se répètent. La montée de l'antisémitisme en France est terrible depuis un an. Les faits ont été multipliés par 4 et encore les faits qu'on a enregistrés. Comment faire face à cela? Est-ce qu'il ne nous manque pas un arsenal de sanctions? Il y a plusieurs textes de loi qui se préparent en ce moment pour durcir les sanctions. On n'arrive pas à sanctionner, à punir. Vous savez, la France est un des seuls pays au monde où l'antisémitisme comme tel est un crime. Dans d'autres pays occidentaux, ce n'est pas un crime. Alors, ce n'est pas seulement une question de sanctions. Les sanctions sont importantes, mais encore une fois, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation des masses, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la radio, que ce soit dans les médias. Quand certains politiques font des déclarations antisémites, ça aussi, c'est une éducation négative. Alors, pour cela, il est important que les dirigeants politiques, que les éducateurs, tous s'engagent dans un discours qui serait positif et non pas aussi antisémite. Et que la justice aussi peut-être soit plus sévère quand il y a des cas d'antisémitisme. Ça, c'est à la France de décider. Vous évoquiez les politiques. Considérez-vous que la France insoumise est un parti antisémite? Ce n'est pas pour moi de le dire. Je suis l'ambassadeur d'Israël, donc je ne vais pas décrire un parti politique d'une façon ou d'une autre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'antisémitisme encore parmi certains groupes et avec certaines personnalités, et que cela doit être combattu d'une façon catégorique. Mais ça rapporte électoralement d'être antisioniste, d'être antisémite parfois. On voit que les scores dans les élections ne sont pas forcément plus mauvais pour ces partis-là. Oui, monsieur, la haine rapporte souvent dans la politique, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres endroits. Et la haine, aussi, non seulement ça, vous savez, vous parlez qu'est-ce que rapporte, mais par exemple, les Palestiniens, les pauvres, le peuple palestinien est le peuple le plus instrumentalisé du monde. Il est instrumentalisé par les Iraniens, il est instrumentalisé par aussi certains partis politiques qui sont en France ou dans d'autres endroits. La liberté d'expression en France fait que on peut s'exprimer en faveur des Palestiniens jusqu'à être presque dans le soutien au Hamas. Vous déplorez cela? On est trop laxiste par rapport à ceux qui sont presque dans le soutien au Hamas? Non, la liberté d'expression est quelque chose de très intéressant, de très important dans une démocratie. Il y a toujours, vous savez, l'humain doit faire des choix. On a parlé des choix avec les dés, etc. L'humain doit faire des choix. Et le choix toujours entre être extrémiste ou présenter ses positions. Et là, c'est un choix qui doit être fait de façon quotidienne. Les personnes peuvent présenter leur soutien pour les Palestiniens. Vous savez, il y a énormément d'Israéliens qui soutiennent les Palestiniens. Ce que veut le gouvernement israélien, c'est que les Palestiniens peuvent vivre en paix à côté de nous. Alors donc, soutenir les Palestiniens, c'est pas quelque chose de négatif. Soutenir le Hamas, qui est une organisation terroriste, oui. Alors, il y a toujours cette ligne qu'il ne faut pas dépasser, et c'est un choix. Certains leaders politiques israéliens disent aux Français juifs, quittez la France, vous êtes en danger, venez en Israël. Vous soutenez ce discours? Non, je pense que les Juifs doivent vivre là où ils veulent, partout dans le monde. C'est la responsabilité des différents gouvernements de faire en sorte qu'ils se sentent sécurisés. Et je sais que la France fait énormément d'efforts à ce sujet. Il y a eu aussi cette semaine le gala Israel Forever. On attendait M. Smotrich, finalement il n'est pas venu. C'était un événement soutenu officiellement par l'ambassade, par le gouvernement ou non? Clarifier, on n'entendait pas M. Smotrich, il ne devait pas venir.
il avait dès le début annoncé qu'il allait se présenter en visioconférence. En visioconférence. Et cette organisation n'a pas été faite avec l'ambassade. J'ai même pas eu l'invitation. J'ai reçu le flyer comme beaucoup de monde. C'est pas plus que ça. Vous avez été convoqué au Quai d'Orsay après l'incident Eleona, donc un monastère sous tutelle française qui est en Israël. Comment le rendez-vous s'est-il passé? Très bien. Franchement, très amicalement. Vous savez, cette histoire de convocation, c'est une déclaration qu'on fait, comme quoi on convoque l'ambassadeur. Ça ne veut pas dire que j'étais assis sur une petite chaise comme ça, on me disait faut faire quelque chose comme ça. Non, c'est une conversation normale, très amicale. Dans la relation diplomatique, c'est déjà un petit incident quand même. Quand on convoque. Oui, non, mais la convocation comme telle, dès qu'on a annoncé qu'il y avait une convocation, c'est l'incident. Après, ça se passe très bien. Après, ça se passe normalement. Et qu'avez-vous dit? Est-ce que vous avez dit, oui, c'est vrai, les policiers israéliens n'auraient pas dû rentrer dans ce monastère? Bon, voilà, ça arrive. Non, ce que j'ai dit, c'est que c'était un événement déplorable, un incident déplorable qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et on s'est mis d'accord avec le Quai d'Orsay, avec le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères qui m'a reçu, qui m'a convoqué plutôt. Et on s'est mis d'accord pour que ce genre de choses ne se répètent jamais. C'est-à-dire que vous avez donné des garanties à la France pour que ça ne se répète pas? Comment ça se passe? On a décidé d'œuvrer ensemble pour harmonier nos attentes. Parce que, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il y a un accord, des échanges de lettres qui ont été faits entre Israël et la France en 1948. C'est un premiers accords qu'Israël a signé après la création de l'État. Et donc, il y a le statut de ces domaines sont définis d'une façon très claire. Les prérogatives de ces domaines sont définies d'une façon très claire. La France a une attente qui va au-delà de ce qui est écrit. Et au-delà, cette attente doit être harmonisée avec ce que nous pouvons donner. Et c'est un mécanisme que nous devons créer et que nous allons créer ensemble. Pour conclure, comment sont les relations diplomatiques entre la France et Israël en ce moment? La France a boycotté Israël pour participer à des salons, notamment sur les armes. Est-ce que c'est un mauvais moment? Non, vous savez, à la base des relations diplomatiques. À la base des relations diplomatiques, il faut voir que le sujet qui était le plus important pour Israël, c'est l'Iran. C'est la menace iranienne. Et dans la menace iranienne, la France est entièrement alignée avec nous, que ce soit au niveau diplomatique. La France et Israël sont les deux pays les plus alignés aujourd'hui dans le combat contre l'Iran, et que ce soit aussi au niveau militaire. N'oublions pas que quand Israël a été attaqué par l'Iran, en 2 occasions, la France est venue à notre aide. Alors donc, ça, c'est vraiment la base des relations. Au-dessus de là, il y a des différences. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Merci et bonne journée. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site.